Merci d'être avec nous sur Médian TV Afrique. Bienvenue dans Talk Afrique Presse. Au menu de ce nouveau numéro, l'indice Mo Ibrahim pour la gouvernance en Afrique, un document qui classe les performances des pays africains, notamment dans les domaines des opportunités économiques durables, mais également la justice et même l'exposition au terrorisme. Et les situations divergent d'un pays à l'autre. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Dr Madou Aladjili, économiste. Dr Madou Aladjili, bonjour. Bonjour, M. Diallo. Avec nous également sur ce plateau, Rivo Lala Ratsimandrezi, que nous retrouvons une nouvelle fois. Rivo, bonjour. Bonjour, M. Diallo. Vous êtes cofondateur du premier accélérateur des PME au Sénégal qui s'appelle la Rencontre des entreprises, c'est bien cela? Exactement ça. Merci, messieurs, d'être avec nous. L'indice Mo Ibrahim pour la gouvernance en Afrique, je vous le disais à l'entame de cette émission, édition 2017, qui a été publiée en fin novembre, un document qui classe les performances des pays africains dans les domaines de l'économie, de la justice, de la gouvernance. J'en passe, cette édition tire ainsi la sonnette d'alarme sur la résilience des réformes entreprises lors de la dernière décennie. Et Amadou Sabarba nous en dit davantage. C'est l'un des baromètres de l'état du continent les plus scrutés. De manière générale, le rapport constate une légère amélioration de la gouvernance des 5 dernières années sur le continent. Surtout, les situations divergent d'un pays à un autre. En effet, 40 pays se sont améliorés par rapport au classement précédent, parmi lesquels le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Namibie, le Kenya et l'Égypte, qui représentent des trajectoires particulièrement positives. Cependant, les progrès se ralentissent et sur le score de sécurité et l'état de droit, l'une des 4 catégories majeures constituant l'indice Mo Ibrahim est en net recul. Parmi les pays qui ronflent depuis 10 ans, la Libye sans surprise, mais aussi le Madagascar, la Mauritanie ou encore le Mali. Le Cameroun connaît également une baisse notable, notamment en matière de sécurité et des droits citoyens. Le Niger recule lui aussi sur la sécurité, mais aussi sur la transparence du secteur privé, tandis que la violence politique qui s'y développe le fait chuter dans le domaine des droits humains. Plus étonnant, Maurice, pourtant numéro 1 du classement, inquiète les analystes de la fondation. S'il reste en tête, le climat des affaires s'y détériore du fait des pratiques de corruption qui s'y multiplient. Le Zimbabwe, en proie à un coup à une crise politique, figure quant à lui parmi les pays qui ont le plus progressé ces 10 dernières années et a atteint la 37e place en 2016. Beaucoup de signaux d'alarme y restent cependant allumés. Crédibilité des agences électorales, parité, violence faite aux femmes, diversification de l'économie, la santé également. D'autres États comme le Ghana traversent une zone de turbulence malgré l'exemplarité dans le domaine de la démocratie. Il se trouve que le pays fléchit dans les caractères économiques, notamment sur le climat des affaires et sur la transparence, où il perd 0,5 points en se classant 8e sur 53. On récit de Amadou Sabarba. D'abord, Amadou Aladjili, quelle appréciation faites-vous de ce type d'évaluation de la politique de bonne gouvernance en Afrique? Je peux dire que globalement, le rapport de l'indice, quand même, a donné des scores qui sont positifs pour le continent, globalement. Mais il se trouve également que dans certains pays, que nous avons d'ailleurs notés, il y a des régressions qui sont liées essentiellement à soit c'est des crises politiques, c'est des problèmes d'insécurité. Par exemple, des pays qu'il a cités, que le reportage a cités, si nous regardons de très près, nous avons que c'est des pays qui traversent quand même des crises politiques. Ou bien il y a des problèmes de terrorisme, d'insécurité. Donc ça s'explique. Parce que dans la composition même de l'indice... forcément des pays qui traversent des crises politiques. On a cité le cas du Zimbabwe qui a connu tout récemment une crise politique sans précédent. Oui, la crise politique au niveau de Zimbabwe, elle est récente. Je peux même dire qu'elle est intervenue après le passage, n'est-ce pas, de la collecte de données par la fondation. Donc c'est important. Mais vous verrez que le rapport de 2018, cette crise-là, elle va impacter sur le rapport de 2018. Donc ça c'est important. Parce que dans la composition de cet indice, la sécurité et l'état de droit occupent une place qui est importante. Donc dans un premier temps, c'était même cela, ainsi que la participation et les libertés d'expression. Donc
la démocratie en quelque sorte, la gouvernance politique en quelque sorte. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, tous les pays qui traversent aujourd'hui des crises ont vu leur score, n'est-ce pas, régresser. Par contre, on a vu d'autres pays qui ont fait des bons quand même importants, notamment la Côte d'Ivoire, le Nigeria, aussi même le Sénégal. Donc je pense aussi ça aussi, il y a des éléments d'explication, donc après on en reparlera. On en reparlera, c'est certain. Alors, Rivo Lalaratsi Mandrizi, vous êtes entrepreneur. L'indice Mo Ibrahim, publié pour la bonne gouvernance en Afrique, publié fin novembre, qui continue encore de susciter des réactions. Chacun y va de ses commentaires, notamment dans le monde des affaires. Vous êtes entrepreneur. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de ce rapport? Alors, comme disait Mamadou, alors d'abord c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord saluer la progression. Le continent change, le continent bouge. Il y a des choses qui sont encore pas perceptibles à l'œil nu, mais les choses changent. Et là, l'indice Mo Ibrahim le confirme. C'est-à-dire qu'un continent tant décrié, oui, il y a de corruption, mais néanmoins, ça progresse. C'est-à-dire que les gens, on essaie de nous améliorer. C'est sûr, on part de très loin, mais on essaie de nous améliorer. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. Maintenant, le deuxième point par rapport au monde des affaires. Alors là, l'indice, en fait, en lui-même, c'est comme disait Mamadou tout à l'heure, c'est un indice d'abord de gouvernance. C'est-à-dire qui concerne d'abord la bonne gouvernance en gros, de nos États. Donc, les critères qu'ils prennent en compte, c'est les critères voilà, en termes d'éducation, en termes de liberté d'expression, en termes de, je sais plus, voilà, en termes de sécurité. Voilà. Ça, c'est important. Mais forcément, c'est lié. C'est-à-dire que vous avez un État qui est bien gouverné, où il y a une justice, où... La catégorie des opportunités économiques durable également est prise en compte. Effectivement. Vous avez parfaitement raison, mais et là où peut-être, moi personnellement, je poserais mon bémol, c'est que c'est sûr, c'est par exemple ça, c'est quelque chose en fait qui peut nous intéresser dans le futur, mais c'est juste en fait un pan de l'économie. C'est-à-dire que vous avez l'économie durable et vous avez en fait le reste de l'économie. Qu'est-ce qu'on en fait en fait de le reste de l'économie? Donc c'est peut-être là où peut-être que l'indice tel qu'il est publié, on ne peut pas le lier directement sur l'amélioration en fait des affaires. C'est sûr, chaque entrepreneur a besoin d'un État de droit, un État où, une fois encore, il y a une équité fiscale, il y a une justice, où il y a une liberté d'expression. On ne vous harcèle pas. En somme, un pays stable, démocratique. Exactement. Mais c'est lié avec les affaires. Regardez bien les Occidentaux, demain en Europe ou demain aux États-Unis. Pourquoi ils avancent? Ou en Asie? Parce que tout simplement, il y a une stabilité. Il y a une stabilité politique, il y a une stabilité institutionnelle. Quand quelqu'un part, il laisse, par exemple, on prend l'exemple des États-Unis, quand l'ancienne administration a quitté, M. Obama, il laisse à M. Trump, il n'y a pas une révolution, on n'a pas refait la Constitution, on n'a pas changé, donc c'est juste les hommes changent et puis les institutions restent. C'est peut-être ça, peut-être que nous, dont on a surtout besoin en tant qu'entrepreneurs, cette stabilité-là, pour pouvoir développer les affaires. Mais malheureusement, l'indice ne pose pas le lien de cause à effet pour le moment. Peut-être il faudrait développer tout un pan de secteur d'études pour faire en sorte que, voilà, à quel moment il faudrait une stabilité pour que vraiment on puisse décoller. Mais c'est sûr qu'il faut une bonne stabilité démocratique pour que les entreprises puissent fonctionner. Ça, c'est logique. Mamadou Aladili, de manière globale, générale, le rapport constate une légère amélioration, notamment concernant la Côte d'Ivoire. À l'inverse, de bons élèves, aujourd'hui considérés comme des modèles démocratiques sur le continent, pour ne pas citer le cas du Ghana, montrent des signes de fléchissement. D'ailleurs, les auteurs de cette étude parlent d'un climat des affaires qui se détériore de plus en plus dans ce pays, avec une transparence qui laisse encore à désirer. Aujourd'hui, comment comprendre et expliquer cette situation à laquelle nous assistons notamment au Ghana? Oui, c'est quand même un peu incompréhensif parce que le Ghana quand même était l'un des champions quand même en matière d'attraction de ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers. Ça veut dire que dans les années 2000, nous avions un Ghana quand même qui mettait toutes les conditions pour permettre, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat, pour permettre, n'est-ce pas, l'investissement des étrangers et même des nationaux. Maintenant, bon, quand même, moi, je suis un peu surpris en voyant que ce Ghana-là est en train de régresser, surtout en termes
de mise en place, n'est-ce pas, des climats, un bon climat des affaires pour les investisseurs. Et également la transparence, parce que le Ghana était quand même un pays qui était cité en exemple, surtout en termes de performance économique, comme l'a dit M. Priot. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat, on ne peut pas parler de performance économique si les fondamentaux ne sont pas mis en place. Donc les fondamentaux, c'est un bon climat des affaires, c'est-à-dire des facilitations partout en termes de création d'entreprises. Aujourd'hui, je pense que le Sénégal est en train de revenir sur la place, comment on appelle ça encore, sur la place au niveau de l'Afrique. Nous reviendrons sur le cas notamment du Sénégal. Parce que je disais que dans les années 96, nous avions 3 champions au niveau de l'Afrique en termes d'attraction des investissements étrangers. C'était le Ghana, le Sénégal et la Tunisie. Dans les années 2000, le Sénégal a reculé, n'est-ce pas? C'était le Ghana qui était en tête de peloton. Maintenant, j'avoue que dans la composition de l'indice, il n'y a plus que cette gouvernance politique. On a ajouté la gouvernance économique et même la gouvernance sociale. Donc voilà ce triptyque-là qui aujourd'hui un pays ne peut pas faire des progrès dans un domaine et laisser les autres domaines en rade. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la sécurité aussi, elle est importante. Le capital humain est très important. Les infrastructures sont importantes. Tout ça, c'est le baseline, c'est les fondamentaux qui font qu'aujourd'hui, si on veut émerger, arriver à un certain niveau, il faut que tout ça, qu'on le règle. Le Nigeria. Le Nigeria a fait des bons remarquables. Et nous connaissons tous, les faits stylisés nous montrent que le Nigeria, aujourd'hui, ce n'est pas un pays qui est stable à 100%, parce qu'on a vu le Boko Haram et tout. Donc voilà, parfois aussi, ça peut être des limites même de la collecte, de la construction, bien de la production de cet indice-là. Parfois, on peut donner des trucs macroéconomiques, mais si on vient au niveau analyse micro, état par état, cas par cas, région par région, on verra que ce qui est reflété au niveau macro, ça ne se traduit pas réellement au niveau micro. Et jusqu'à la preuve du contraire, le Ghana, quand même, c'est un champion, surtout au niveau de l'Afrique, en termes de démocratie, en termes de performance économique. Donc, je suis étonné de voir... Voilà, récemment, une alternance politique démocratique. Alors, Rivo Lala, le Sénégal, puisque nous sommes au Sénégal, le Sénégal qui figure parmi les locomotives du continent dans le rapport de l'indice Mo Ibrahim 2017, le rapport d'ailleurs qui renseigne que le Sénégal a réalisé des progrès significatifs, notamment dans la perspective au développement, participation et développement humain. Par contre, il a enrichi son score le plus faible concernant les opportunités économiques ou le développement économique durable. Comment expliquer ce paradoxe, d'autant plus que le régime actuel a fait du taux de croissance ou l'accélération du taux de croissance à 2 chiffres son cheval de bataille? Voilà, donc si preuve en est, vous voyez, le Sénégal, c'est un pays traditionnellement démocratique, du moins où c'est perçu comme tel démocratique en Afrique. Un pays stable depuis des années, pas connu de guerre ou peut-être juste quelques soubresauts en Casamance dans les années 80, 90, mais c'est un pays stable démocratiquement. Pourtant, le Sénégal, il est bien classé en termes de l'indice Mo Ibrahim, mais sur le plan économique, le Sénégal ne surperforme pas. Le Sénégal, c'est les 3 dernières années que le taux de croissance du Sénégal est supérieur à la moyenne de l'UEMOA. Contrairement, regardez par exemple la Côte d'Ivoire qui est derrière le Sénégal, 10 places derrière le Sénégal dans l'indice Mo Ibrahim, mais en termes de croissance économique, réalise 2 fois plus que le Sénégal. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas encore lié, peut-être il faut encore davantage d'études, ou peut-être la fondation, peut-être c'est un pan, peut-être pour les chercheurs, etc. et tout, de faire une recherche, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre une bonne gouvernance et une performance économique. Et moi, intuitivement, tout le monde dit oui, parce que voilà, comme au Sénégal, vous pouvez entreprendre, du moins dans la meilleure condition au Sénégal. Vous n'avez pas une insécurité telle qu'on connaît par exemple au Cameroun ou au Nigeria. Vous n'avez pas une instabilité politique telle qu'on connaît par exemple dans d'autres régimes. Bon, je ne vais pas citer de noms pour ne pas faire des jaloux. Vous, précisément, concrètement, ici au Sénégal, vous êtes entrepreneur, l'environnement des affaires, comment ça se passe puisque vous êtes dans le secteur? Alors, c'est sûr, moi, au Sénégal, c'est-à-dire que la stabilité politique favorise en fait pas mal de choses. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que
Comme dans tous nos pays, hein. Après il ne faut pas se mentir, il n'y a pas plus corrompu, moins corrompu, on est à peu près tous, j'allais dire, demain dans le même bateau. Mais au Sénégal, on peut faire des choses. Il y a des choses qui ne vont pas, mais quand même des choses aussi que demain qui vont. La preuve, nous sommes là, nous avons pu entreprendre ce que nous avons pu faire, c'est demain ces 4 dernières années, la rencontre des entrepreneurs, nous avons pu le faire, sans pour autant donner des pots de vin, tout ça. C'est difficile par la suite de faire des papiers, comme tout le monde d'ailleurs. Ça, c'est différent. Mais on a pu entreprendre. Et ça, je pense quand même, c'est lié au fait que c'est un pays stable. C'est un pays où on peut faire, en fait, c'est un pays stable qui favorise le fait que les entrepreneurs ont besoin de ça. Là, on est en train de chercher, en fait, on est en phase de levée de fonds. Et tout ça favorisera, parce que quand on va aller parler aux investisseurs, la première chose qu'ils vont regarder, mais où vous êtes? On est au Sénégal, et quand même le Sénégal, donc là, du coup, l'indice, le fait que le Sénégal soit bien classé dans l'indice Mo Ibrahim, ça rassurait les investisseurs. Par exemple, si on était maintenant dans un pays comme le Cameroun, ou peut-être dans le Nord, peut-être pas dans tout le Cameroun, peut-être dans le Nord, ou peut-être en Libye, où là, c'est carrément le chaos. Vous voyez, donc on dit non, on ne mettra même pas un franc, et même, on ne comprend même pas pourquoi vous nous demandez ça. Voilà. Donc, je redis, peut-être, pour moi, peut-être le talon d'Achille de cet indice-là, c'est, je pense que autant il était véritablement pertinent sur tout ce qui est gouvernance, mais le fait qu'ils aient rajouté en fait le volet économique, pour moi en fait, a rendu l'indice en fait beaucoup de brouillard parce que ils n'ont pas démontré quel est le niveau de gouvernance minimum à atteindre ou minimal à atteindre pour que les entreprises puissent performer tout simplement, pas surperformer, tout simplement performer. Et c'est là en fait qu'on est en train de voir, donc on ne sait pas, regardez le Sénégal stable, mais on n'arrive pas on décolle, mais on ne décolle pas tel qu'on voudrait. La Côte d'Ivoire instable, mais pourtant il décolle. Donc est-ce qu'il faut qu'on revienne comme la Côte d'Ivoire pour décoller? Je n'en sais rien. Voilà. Alors, Mamadou Aladjili, Sénégal classé au 10e rang dans ce rapport sur les 54 pays. Sénégal qui enregistre son score le plus faible dans le domaine notamment de l'économie, du développement économique durable, et de l'autre côté développement humain, le Sénégal qui a enregistré des progrès énormes. Comment vous l'expliquez ce contraste? C'est également incompréhensif parce que ces 10 dernières années, le Sénégal s'est très bien positionné, et même, je peux dire même les 5 dernières années, vous conviendrez avec moi que les autorités sénégalaises ont mis même en place un plan Sénégal émergent, d'ailleurs, qui recoupe par moment certaines rubriques, certaines catégories même de l'indice. Donc notamment quand vous regardez la gouvernance politique, la gouvernance institutionnelle, dans l'axe 3 du plan Sénégal émergent, vous avez la gouvernance institution, paix et sécurité. Donc cela veut dire que les gouvernants sénégalais, n'est-ce pas, ils sont sur une ligne, sur une direction, n'est-ce pas, de placer ce pays-là sur les rampes de l'émergence. Donc, qui dit émergence, donc dit des performances économiques. Et je prends date de 2012 jusqu'à nos jours, le Sénégal a fait des progrès économiques de façon soutenue. En termes chiffrés. En termes chiffrés, donc on est parti en 2011 d'un taux de croissance de 1,8. Aujourd'hui, en 2017-2018, on est à un taux de croissance de 6,7, 6,8. Et de façon soutenue, il n'y a pas eu, c'est pas un taux de croissance en dents de scie, mais c'est soutenu et ça croît. Donc cela veut dire que, du point de vue performance économique au niveau macro, le Sénégal a une très bonne santé économique. Ça, c'est important. L'autre chose, mon co-débatteur l'a dit, le Sénégal est réputé être un pays démocratique, un pays stable politiquement. Et ça, c'est un indicateur déterminant pour attirer les investisseurs. Le gouvernement actuel, le régime actuel, donc ils ont fait focus également sur les infrastructures. Et sur des infrastructures structurantes, des infrastructures de productivité. Donc aujourd'hui, tous ces éléments devraient quand même refléter dans l'analyse, dans l'appréciation, n'est-ce pas, de l'indice. C'est parfois, par moment, parfois, ça peut être aussi l'une des limites, n'est-ce pas, de la méthodologie utilisée par ces experts pour construire, n'est-ce pas, l'indice. Parce qu'il l'a dit, on a l'impression que la composante sécurité et paix a un poids beaucoup plus important en termes de pondération
que, n'est-ce pas, la gouvernance économique. Ma première question, quand je vous ai demandé comment appréciez-vous ce type d'évaluation, oui. C'est une question de méthodologie. D'ailleurs, nous, on n'a que le rapport final. La méthodologie commence, cet indice est construite, la collecte jusqu'à la collecte des données, c'est tout un processus qu'il faut apprécier. Et qui a ses limites objectives. Oui, qui a ses limites objectives, voilà, d'accord. Mais quand même, en tout état de cause, acceptons que le Sénégal a fait de façon globale, dans la gouvernance globale, il a fait des bons et des bons remarquables. Donc, c'est ce qui est important. Alors, juste en fait, peut-être rebondir sur l'investissement direct étranger. Quand vous regardez les chiffres, il faut regarder les chiffres. La Côte d'Ivoire attire plus que le Sénégal. Pourtant, la Côte d'Ivoire a connu quand même 10 ans de guerre. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres, de moins ces 5 dernières années, l'IDE en fait, de moins de l'État ivoirien est supérieur en fait à ce que le Sénégal collecte. Pourtant, la Côte d'Ivoire est 10 places derrière le Sénégal et le Sénégal est 10 places devant la Côte d'Ivoire. Vous voyez, donc il y a une, comment dirais-je, il y a quelque chose en fait à exploiter, je trouve, par rapport à l'indice en lui-même. C'est-à-dire que la lecture qu'on en fait du moins de cet indice-là, je pense qu'une fois encore, je le redis, le fait d'ajouter en fait juste un pont économie durable, etc. et tout, a faussé en fait pas mal de choses parce que du coup, vous regardez le débat qu'on a, c'est économiquement, où est-ce que ça en est, démocratiquement c'est bien, mais pourtant ça ne se reflète pas économiquement. Pourtant, ceux qui sont démocratiquement pas bons, ou du moins en progression, n'est pas, du moins économiquement, c'est pas. Et puis, juste avant de rebondir, et puis je vous laisse la parole, regardez le Rwanda, regardez par rapport à votre reportage, regardez Maurice. Quand vous regardez les classements, les Doing Business, ce sont les 2 pays qui sont les mieux classés, bien installés. Pourtant, l'indice Mo Ibrahim disait finalement que Maurice, il s'inquiète. Et le Rwanda aussi, ils ont mis un petit peu de drapeau orange en disant qu'est-ce qui se passe, etc. Et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est voilà quoi. L'indice a ses limites. L'indice a ses limites et je pense que l'indice aurait dû rester vraiment sur la gouvernance et non pas rajouter en fait le volet économique. Voilà, ça c'est mon point. Et même le volet économique, si vous me permettez, même le volet économique, là où ils ont mis économique durable, développement économique durable, ils devaient désagréger. Parce que quand tu parles de développement économique durable, d'abord il y a la production, c'est-à-dire la sphère économique, il y a également la sphère environnementale et même la sphère sociale. Donc tous ces aspects-là, il fallait les désagréger pour donner chaque point à chaque... Alors, une dernière question avant de clore cette émission. En termes d'opportunités économiques durables, le top 3 continental de l'indice Mo Ibrahim est composé également du Maroc, de la Namibie et de l'Égypte. Le Maroc qui est le pays qui s'est le plus amélioré en ces 10 dernières années avec en moyenne 1,21 points d'indice par an. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette position du Royaume? Mais le Royaume, en fait, il y a 2 courses, il y a 2 ligues. Il y a les Ligue 2 et puis il y a Ligue 1. Le Maroc est Ligue 1, clairement. C'est-à-dire que, regardez aujourd'hui encore, avec les investissements, tout ce qui est infrastructure automobile, etc. et tout. Vous voyez, Maroc, c'est vraiment... Pour nous, je pense qu'on devrait véritablement en fait, s'inspirer du Maroc. Voilà un pays qui est stable politiquement. Vous avez un roi qui stabilise en fait tout ça. Et puis ils ont travaillé ensuite en fait sur le côté économique. Aujourd'hui, le Maroc, quand vous regardez le classement du Maroc, peut-être le contre-thèse de ce que j'ai dit tout à l'heure, Maroc bien classé et super bien classé aussi en fait des 2 côtés, aussi bien dans le côté Mo Ibrahim que le côté en fait doing business. Parce que ces 2 choses en fait, en tout cas, si un exemple en est, parce que là il faut conclure l'émission, le Maroc c'est l'exemple à suivre et que nous devons en fait véritablement en fait s'inspirer du Maroc. Voilà, mais il faut d'abord une stabilité politique, il faut d'abord une stabilité surtout institutionnelle et que ça, même si ça change, mais on jette pas l'eau avec le bébé, etc. et tout en fait. Voilà, c'est ça. Alors, Mamadou Aladi, cette position, cette progression du Maroc, comment vous l'expliquez? Oui, ça s'explique, comme l'a dit mon co-débatteur. Le Maroc, d'abord, c'est un royaume, donc il y a la stabilité institutionnelle donc, qui est là. Donc, maintenant aussi, le Maroc aussi, c'est un modèle économique très performant, surtout en termes d'agriculture, en termes d'aéronautique, en termes d'automobile, voilà, tout ça là. Non, franchement... D'ailleurs, c'est pourquoi moi, je suis l'un des défenseurs du Maroc pour que le Maroc intègre la CEDEAO. Parce que c'est un modèle quand même qu'on doit pouvoir démultiplier un peu partout en Afrique. Mais ce qui m'étonne dans ce classement également, c'est l'Égypte.
L'Égypte, nous connaissons que ces dernières années aussi, l'Égypte traverse des crises politiques. Donc, c'est pourquoi j'ai dit tantôt, voilà les limites. C'est-à-dire dans la collecte de données même, dans la perception même de certaines sous-indicateurs ou bien sous-catégories, je pense qu'il est important qu'on mette l'accent sur la collecte des données, comment les gens ont collecté l'information. Parce que l'Égypte, nous savons, bon, c'est bien vrai que c'est un pays quand même qui a aussi une histoire, mais ces dernières années, on a vu que du point de vue démocratique, du point de vue même sécurité, ça laisse à désirer. Voilà. C'est la fin de cette émission Talk Afrique Presse avec Mamadou Aladjili, qu'on nous remercie au passage. Aladji, merci d'être venu sur Média TV. Merci beaucoup, M. Diallo. J'en profite pour saluer tous vos téléspectateurs et les remercier au passage. Merci beaucoup. Merci également à vous, Rivo Lala Ratsi Mandrezi, que nous retrouvons pour une nouvelle fois. Okay. Merci beaucoup, M. Diallo, pour l'invitation. Et puis, salutations à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Média TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.